Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui, La Grande Vadrouille, un film de Gérard Houry. Alors pourquoi avoir choisi La Grande Vadrouille? Eh bien d'abord parce que c'est un des plus grands succès du cinéma français en salle, avec 17 millions d'entrées. Ensuite parce qu'à chaque fois qu'une chaîne de télévision repasse La Grande Vadrouille, eh bien elle est quasiment assurée d'avoir énormément d'audience. Si on regarde les chiffres au cours des années 2000, du nombre, de l'audience concernant La Grande Vadrouille à la télévision, eh bien, on constate que les chaînes en question font à peu près 30% de part de marché avec, par exemple, 9 millions de téléspectateurs. Donc c'est quelque chose d'énorme. La Grande Vadrouille, dans le cinéma français et dans le cinéma mondial, tout le monde sait que c'est un film à côté duquel on ne peut pas passer. Alors, La Grande Vadrouille, c'est un film réalisé en 1966, au milieu de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la période de réalisateur de Gérard Houry, c'est-à-dire un âge d'or qui pourrait aller de 64 jusqu'à peu près 73-74. Pourquoi cette période-là? Vous allez comprendre très facilement. Tout simplement parce que 64, c'est Le Cornio, 12 millions d'entrées. Ensuite, en 66, La Grande Vadrouille, 17 millions d'entrées. Ensuite, Le Cerveau, grand succès encore une fois. Ensuite, donc Le Cerveau en 68. Ensuite, en 71, La Folie des Grandeurs. Et enfin, en 73, Les Aventures de Rabbi Jacob. Cet âge d'or de la période de réalisateur de Gérard Houry est marqué donc par la présence de Louis de Funès, puisqu'il apparaît dans les 5 films que je vous ai cités, sauf pour Le Cerveau en 1968. On a donc parmi ces 5 films, en 1966, donc La Grande Vadrouille, qui est l'apogée de cet âge d'or, puisque c'est le plus grand nombre de spectateurs en salle. Alors, puisque je parlais de la période de réalisateur de Gérard Houry, j'explique un peu pourquoi. C'est parce que le souhait de Gérard Houry au départ, c'est d'être acteur. Et sa formation, c'est une formation d'acteur. Il a d'ailleurs appris à être acteur avec des acteurs comme François Perrier, par exemple. Il a d'ailleurs intégré la Comédie Française. Et c'est avec beaucoup de regrets qu'il n'arrive pas à percer dans le cinéma, notamment des années 50. Mais cette période des années 50, cette période d'acteur et aussi d'autres choses comme scénariste, lui aura permis par exemple de rencontrer des gens comme Bourvil ou même Louis de Funès. Ces collaborations antérieures auront permis finalement de créer ce que vont être les films Le Cornio ou La Grande Vadrouille. Lorsque Gérard Houry commence à faire des films à la fin des années 50, à réaliser des films, il va en réaliser 3 avant Le Cornio, eh bien, il est marqué par des films qui ne sont pas des comédies. Ce sont des films qui racontent des meurtres, qui racontent des enquêtes policières, des crimes. Et donc, la nouveauté, avec évidemment à partir du Cornio, c'est de se lancer dans la comédie. Et c'est Louis de Funès qui avait conseillé à Gérard Houry de se lancer dans ce genre. Et c'est d'ailleurs ce genre-là, en fait, qui va apporter à Gérard Houry, évidemment, le plus grand nombre de spectateurs. Alors, maintenant je reviens sur La Grande Vadrouille, puisque c'est sur ce film que nous allons nous concentrer. L'histoire de La Grande Vadrouille, c'est l'histoire, pendant la France de l'occupation, de 2 Français, j'allais dire donc un Français moyen, Augustin Bouvet, Bourvil, peintre en bâtiment, et puis d'une sorte d'intellectuel, Stanislas Lefort, Louis de Funès, chef d'orchestre. Ces 2 personnes-là, qui a priori ne sont pas juives, qui a priori n'ont pas grand-chose à craindre de la présence et de l'occupation allemande, eh bien vont quand même, malgré eux, se retrouver complètement embrigadés dans une espèce de voyage qui va les entraîner dans la résistance. Et pourquoi? Parce que ils ont décidé en fait de venir en aide à des aviateurs anglais et d'aider ces aviateurs à passer en zone libre. Évidemment, ils ne se doutaient pas, Louis de Funès et Bourvil dans ce film, qu'ils ne pourraient plus jamais reprendre leur vie d'avant, après avoir fait ce choix de passer dans la résistance. Donc, je vous propose de commencer tout de suite l'extrait que nous allons étudier. Cet extrait se situe dans la 2e moitié du film. C'est l'extrait assez célèbre donc, du passage dans le village de Meursault, en Bourgogne, même si ça n'a pas été tourné dans ce village-là, mais beaucoup de scènes ont été tournées à Vézelay. Mais là, nous allons nous concentrer vraiment sur la séquence qui est dans l'hôtel de Meursault, qui s'appelle l'hôtel du Globe. Voilà. Donc,
Bourvil et De Funès arrivent dans cet hôtel et ils doivent passer la nuit là parce que le lendemain matin, ils sont censés partir en mission pour atteindre la zone libre. On commence tout de suite l'extrait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ronfle. Voilà, je m'arrête une première fois ici pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quasiment la seule fois, c'est la seule fois dans cet extrait qu'on va voir Louis de Funès et Bourvil dans la même scène, dans le même plan ici. Et c'est ce qui est assez différent d'ailleurs de la Grande Vadrouille par rapport au Cornio, c'est que dans le Cornio, Louis de Funès n'apparaît quasiment jamais avec Bourvil parce qu'ils sont chacun séparés, et ils jouent un peu au chat et la souris. Dans la Grande Vadrouille, à partir du moment où ils se rencontrent dans les bains turcs, et bien après quasiment ils ne se quitteront plus. Et donc dans la Grande Vadrouille, il y a très peu de moments finalement où De Funès et Bourvil sont séparés. Ici, c'est un des moments où ils vont être séparés, donc c'est uniquement le début de cette séquence où on peut voir les deux acteurs réunis. Alors, il faut dire quand même plusieurs choses, c'est que Bourvil était un acteur qui était déjà célèbre à l'époque. C'était un acteur qui avait droit à des premiers rôles. On peut prendre un exemple typique, c'est le film de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris dans les années 50, où Bourvil tient le rôle titre avec Jean Gabin, alors que Louis de Funès, qui est présent dans le film, lui, il n'a qu'un second rôle. Évidemment, on sait maintenant que De Funès, même en ayant un second rôle, a complètement crevé l'écran dans La Traversée de Paris. Donc Bourvil, lui, était déjà célèbre, alors que De Funès donc n'était qu'un second rôle. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est seulement à partir à peu près de 64 que De Funès devient vraiment une star internationale. Pendant 20 ans, des années 40, 50 jusqu'à début des années 60, De Funès va galérer énormément pour obtenir des rôles importants. Il va être complètement cantonné au rôle de second, voire plutôt de la figuration. De Funès raconte à ce sujet que finalement ce qui est très important, c'est qu'il aura utilisé ses 20 ans de carrière à essayer de peaufiner son jeu. Puisque quand on est figurant, quand on a droit à apparaître à l'écran 3 secondes ou 5 secondes, eh bien, Louis de Funès a eu vraiment le temps de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire en tant qu'acteur, dans mon jeu d'acteur, pour essayer d'attirer l'attention sur moi et qu'on me donne plus 5 secondes, mais qu'on me donne 10 secondes ou 15 secondes à jouer. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc 20 ans pour peaufiner son jeu, pour peaufiner ses mimiques de visage et tout un petit peu donc son talent d'acteur. C'est-à-dire que ensuite, quand tout est au point et qu'on lui donne enfin des premiers rôles, surtout au début des années 60, eh bien là, ça y est, il peut crever l'écran. L'année 64, c'est une année évidemment extraordinaire pour Louis de Funès, puisque la même année, vous avez la sortie du Gendarme de Saint-Tropez de Jean Giraud, vous avez la sortie de Fantomas d'André Hinebelle, et puis vous avez surtout le tournage du Cornio de Gérard Houry. Donc, à partir de cette année 64, la carrière de Louis de Funès s'envole complètement. Ensuite, ce qu'on peut dire sur ce plan, donc Gérard Houry disait souvent que quand on a la chance d'avoir un tel tandem de comédiens, Bourvil et De Funès, eh bien, il ne faut pas que la caméra virevolte à droite à gauche, il faut qu'elle soit concentrée et qu'elle soit la plus discrète possible. Ici, donc, le plan est fixe pour l'instant. Vous avez un plan rapproché sur les deux acteurs, on les laisse vivre dans le plan, et à ce moment-là, ça donne l'occasion aux spectateurs de ne pas être perturbés par des mouvements de caméra, mais de se concentrer vraiment sur les deux acteurs en train de jouer. Mais c'est rien, vous n'aurez qu'à siffler, je m'arrêterai. Hein. Mais je vais pas siffler toute la nuit, non? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fâché? Non, c'est l'entracte. L'entracte? C'est l'heure de l'entracte. Alors j'ai ma boule, je ma barre, j'ai l'estomac qui est... Alors il faut que je mange. Vous êtes fou! Vous mangerez demain matin, voyons. Mais l'hôtel est plein de... Ici, vous constatez dans ce plan qu'on a une ambiance un peu particulière pour une comédie, surtout une comédie comme La Grande Vadrouille qui se passe la plupart du temps dans des extérieurs naturels. On peut penser évidemment les routes de France, les routes de Bourgogne, les scènes qui sont tournées dans des vrais décors comme l'Opéra Garnier, etc. Et ici on est en studio et on est dans une atmosphère ici beaucoup plus tamisée et même plus que tamisée. Regardez bien ce plan où vous avez encore donc les deux comédiens pour la dernière fois ensemble dans le même cadre. Vous avez donc des ombres portées et une ambiance en fait qui contraste avec ce qu'on peut imaginer déjà d'une comédie et surtout peut-être du souvenir qu'on a de films comme La Grande Vadrouille où on n'a pas forcément le souvenir de telles ambiances qui sont des ambiances finalement qui suscitent presque la peur, qui suscitent presque l'épouvante. C'est justement donc nous l'axe d'étude que nous avons choisi d'adopter pour faire cette analyse de séquence.
pour nous, l'enjeu de cette séquence, c'est de montrer comment Gérard Houry peut faire le pari, dans cette séquence, de plonger cette séquence dans une ambiance qui serait plus proche de l'ambiance des films fantastiques, des films d'épouvante, pour pouvoir finalement encore plus faire rire le spectateur au bout du compte. Dans une comédie, il y a plusieurs choix, soit on pense aller directement à faire rire le spectateur, soit peut-être on essaie de le préparer dans une certaine façon, dans une certaine mesure, on le prépare à ce que pour le moment il ne rit pas forcément, dans un premier temps il ne rirait pas énormément, mais on le prépare bien pour que finalement au bout du compte, à terme, il rit encore plus que si on l'avait projeté directement dans le rire. Ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette analyse de séquence. Alors regardez bien de nouveau maintenant le plan. Ce qui nous intéresse ici, c'est les ombres portées et notamment l'éclairage à la bougie. Alors, l'éclairage à la bougie, ici, vous voyez ce qui va pas du tout. Si on essaye de prendre un souci un peu réaliste, dans un souci de réalisme, c'est que si vous avez un personnage qui tient une bougie à la main, normalement, elle ne doit pas porter d'ombre de la bougie sur la porte. Or, ici, c'est le cas, on voit l'ombre de la bougie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez hors champ des projecteurs en fait, qui éclairent les personnages et que la lumière de la pièce ne vient pas de la bougie. Mais ce n'est pas en fait ici pour signifier que le travail de Gérard Houry n'est pas efficace. C'est juste que ici, ce qui est important, c'est de créer une ambiance. En montrant un personnage qui tient une bougie, et puis de créer une ambiance avec les ombres portées qui va en fait emporter notre imaginaire vers plutôt une culture de films d'épouvante ou de films fantastiques. Alors, à quoi ça nous fait penser comme film? Ça nous fait penser forcément à des films des années 50 de Terence Fisher. Par exemple, ça nous fait penser à des films comme Le Cauchemar de Dracula. Par exemple, dans Le Cauchemar de Dracula, nous avons une séquence avec Peter Cushing où il est dans une pièce et où on voit au mur, comme ça, en haut à droite, eh bien, une espèce de lampe à huile. Et on voit aussi sur le mur la même chose qu'ici, on voit l'ombre portée finalement de cette lampe à huile, alors que normalement, il ne devrait pas y avoir d'ombre puisque c'est la lampe qui éclaire la pièce normalement. Voilà. Ça nous fait penser aussi à d'autres films de Gérard Houry. Ça nous fait penser par exemple à un extrait de La Folie des Grandeurs où notamment De Funès et Yves Montand vont se cacher dans la chambre d'Yves Montand pour manigancer un plan diabolique pour essayer de séduire la reine. Donc La Folie des Grandeurs en 71, c'est une adaptation de Victor Hugo, de Ruy Blas. Et nous avons ici une même scène un peu avec des ombres portées, avec de la bougie. Donc des scènes qui nous font penser au cinéma d'épouvante, soit de la Hammer, donc du studio anglais où travaillait Terence Fisher dans les années 50, ou même à des films comme les giallo italiens, par exemple ceux de Mario Bava. Notamment, on retrouve de telles ambiances un peu à la bougie dans, par exemple, Le Corps et le Fouet, un film de 1963, où on retrouve, par exemple, justement Christopher Lee avec une bougie à la main. Allemand. Je suis le mari de la patronne, oui ou non? Refermez. Et moi, je suis pas le mari de Julien? Je m'arrête maintenant sur ce plan dans la cuisine où Louis de Funès essaye d'aller chercher à manger parce qu'il a faim. Et c'est l'occasion évidemment de parler du chef opérateur de La Grande Vadrouille qui est Claude Renoir. Alors Claude Renoir a été formé avec son oncle, le cinéaste Jean Renoir, et c'est quelque chose d'assez unique dans la carrière de Gérard Houry d'avoir fait appel à ce chef opérateur, puisque la plupart des films qu'on a cités dans les années 60 et 70 sont souvent éclairés par le chef opérateur Henri Decaë. Ici, Claude Renoir va apporter vraiment son savoir-faire, on aura l'occasion d'en reparler. Ici on voit un plan qui est en grande profondeur de champ, c'est-à-dire que quasiment tout est net dans cette cuisine. Et en fait ce que ça entraîne, comme ce qu'on a pu voir souvent dans l'utilisation de la grande profondeur de champ chez Orson Welles par exemple, dans des films comme Citizen Kane, eh bien c'est de jouer sur les rapports de taille. Et ici, comment est-ce qu'on joue sur les rapports de taille? Puisque tout est net, eh bien ce qui est au premier plan, les casseroles, elles paraissent énormes. Et ce qui est à l'arrière-plan, comme Louis de Funès, paraissent petits. Donc,
finalement le rendu, c'est que on a l'impression d'un petit lutin qui voyage dans une cuisine qui serait trop grande pour lui, avec des ustensiles qui seraient trop grands pour lui. Alors évidemment, tout ça nous plonge dans quoi? Ben, ça nous plonge plutôt dans des ambiances un petit peu fantastiques. Encore une fois, ça contribue à ce qu'on vous a présenté jusque-là. C'est-à-dire des ambiances un peu de contes de fées. On pense par exemple, on pourrait penser, je sais pas, à Boucle d'or et les trois ours, avec cette petite fille avec des grandes chaises, des grandes tables qui ne sont pas appropriées. Donc voilà, c'est en tout cas ce que ça nous évoque. Et puis un plan fixe, qui est très composé, c'est-à-dire voilà, bien souvent Claude Renoir aime beaucoup la plupart du temps les plans fixes, et qu'il n'est pas évidemment contre les mouvements de caméra, puisqu'il a appris avec Jean Renoir que c'était important, mais il faut que le mouvement soit approprié et apporte vraiment quelque chose. Alors, voilà encore un plan où on est beaucoup plus rapproché, un plan rapproché sur Louis de Funès, et où encore on a comme un champ lexical, une thématique du cinéma fantastique et d'épouvante. Regardez les expressions, le maquillage de Funès, qui fait beaucoup plus penser ici à un film d'épouvante qu'à une comédie. Puisque ça amusait beaucoup Gérard Houry de faire ça, on peut se rappeler que par exemple dans le Cornio, eh bien, il y a une scène de nuit près des fontaines où Louis de Funès recule, et puis il est persuadé en fait qu'il y a un monstre ou quelqu'un ou un gangster avec un revolver qui est derrière lui, et donc il fait le même genre de tête. Ce sont des ambiances un petit peu fantastiques, des ambiances un petit peu d'épouvante, voilà, qu'on retrouve dans plusieurs films de Gérard Houry et qu'on retrouve encore une fois ici. Stürmer. Jawohl, Major. Besorgen Sie irgendwas zu essen. Ich gehe inzwischen unter die Dusche. Jawohl, Major. Alors voilà, je m'arrête maintenant sur le plan sur le méchant du film. Alors, comme Walt Disney, eh bien, Gérard Houry avait compris que il faut un méchant qui soit convaincant dans le film. Et c'est vrai que le Major, ici, le Major allemand, n'est jamais ridiculisé dans le film. En fait, il reste impressionnant, il reste menaçant du début à la fin du film, avec cette carrure et puis avec simplement ce sérieux. D'ailleurs, c'est ce qui crée finalement le décalage entre le comique et la peur un petit peu dans La Grande Vadrouille, c'est le fait que avec les Allemands, en fait, on rigole pas vraiment, hein. On rigole jamais, on n'arrive jamais vraiment à rigoler avec les Allemands dans La Grande Vadrouille. Les Allemands sont toujours présentés de manière extrêmement froide, extrêmement austère. Ensuite, je souligne finalement, puisqu'on parle de ça, que Gérard Houry était d'origine juive, qu'il a d'ailleurs été forcé en 1942 de partir vers la zone libre pour ensuite rejoindre la Suisse, qu'il a donc vécu lui-même la peur de ces Allemands, donc c'est cette peur peut-être qu'il a remis dans ce film, que ça a aussi entraîné le fait que Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry, qui est scénariste du film avec Marcel Julien, eh bien, ne s'appelle pas Daniel Houry, parce qu'à l'époque, en 1942, il était trop dangereux de reconnaître Danielle Houry, qu'elle s'appelle comme ça, parce qu'on aurait pu savoir qu'elle était d'origine juive aussi, et donc ça aurait pu être dangereux pour sa sécurité. Et donc voilà, ça nous explique tout ça, et ça explique pourquoi l'Allemand dans La Grande Vadrouille a toujours eh bien, cette apparence, cette façade de peur, un petit peu d'épouvante. Je me suis arrêté sur ce plan à cet endroit précisément parce qu'il y a autre chose. Il y a évidemment, avec une bougie on n'éclaire pas autant, et on voit bien que quand la porte s'ouvre, eh bien la lumière elle est disproportionnée. Ça, on retrouve ça par exemple dans Le Corps et le Fouet de Mario Bava, à un moment donné où Christopher Lee, en fait, qui est dans une ambiance complètement de pénombre, il allume une bougie, et puis à ce moment-là, bien, ça irradie dans toute la pièce, ça éclaire toute la pièce, alors qu'il vient en fait d'allumer seulement une bougie. Mais donc ça c'est, vous voyez, on retrouve dans ce film la thématique des films d'épouvante. Ici, de manière indiscutable, la présence à la lumière et au cadrage de Claude Renoir marque forcément le film de la signature de Claude Renoir et de l'influence de Jean Renoir. Alors, ce qu'on peut dire, c'est
comment ne pas penser en voyant cette scène de couloir avec le travelling arrière qu'on vient de voir, qui permet des chassés-croisés entre l'Allemand d'un côté et Bourvil de l'autre. Comment ne pas penser au plan, par exemple, à certains plans de La règle du jeu de Jean Renoir en 1939, où vous avez des gens qui sont réunis comme ça dans une maison champêtre, et puis ils doivent tous dormir dans des chambres qui sont de part et d'autre d'un couloir, et puis vous avez des interactions entre les personnages. Comment ne pas penser donc à ces plans-là qui sont virtuoses avec la caméra de Jean Renoir. La règle du jeu d'ailleurs, un film sur lequel Claude Renoir est directeur de production, donc prépare tous les plans. Et donc on repense fortement à ça évidemment en voyant cette scène-là. Le travelling arrière qui permet justement les chassés-croisés entre les différents personnages. Gérard Houry aura repris aussi dans d'autres films ces thématiques de couloir, et on pense notamment tout simplement au Cornio, quand vous avez un couloir où il y a un chassé-croisé entre d'une part De Funès qui essaye de trouver le bon ascenseur qui fonctionne, et d'autre part Bourvil. Pendant la guerre. Voilà, je m'arrête à nouveau ici. Plan très important. Alors, on a cessé pour l'instant de parler des films d'épouvante. Ici, comment ne pas penser, avec le regard de somnambule de Bourvil et surtout les mains levées, à des images qui pourraient nous venir de notre culture un peu du fantastique. Moi, je pense tout de suite, évidemment, à des films comme Frankenstein de James Whale, le classique des années 30, avec Boris Karloff, où vous avez dans une scène comme ça Boris Karloff habillé en créature créée par Frankenstein qui avance vers une femme blonde. D'ailleurs, on a cette même femme blonde ici, donc on a toujours dans ce champ lexical un petit peu des images du registre de l'épouvante. Ensuite, vous avez vu que Claude Renoir, évidemment, prend bien soin dans son cadre, donc en collaboration avec Gérard Houry, évidemment, de placer Marie Dubois exactement au centre des deux mains, comme si elle était presque étranglée par ça. Et c'est d'autant plus finalement innovant, c'est d'autant plus créatif que c'est dans une scène qui est censée être une scène romantique où on avoue un petit peu ses sentiments amoureux, on utilise un peu la naïveté qu'on a tant aimé chez Bourvil, que le réalisateur a tant aimé chez Bourvil. Voilà. Ici, en voyant Marie Dubois, je pense que il faut faire le lien avec François Truffaut. D'abord parce que 4 ans auparavant, en 62, Marie Dubois jouait dans cette séquence si célèbre de Jules et Jim, où elle fait un peu la locomotive avec sa cigarette. Le lien avec Truffaut, il est simple, c'est que d'abord Truffaut évidemment a toujours pris dans la nouvelle vague ce qui pouvait l'intéresser, c'est-à-dire par exemple d'aller tourner en extérieur naturel, donc c'était ce vent de nouveauté, mais refuser le fait de faire des films complètement révolutionnaires au niveau technique. C'est-à-dire dans le sens où il faudrait déconstruire tout ce qu'on a appris dans le cinéma classique. Donc Truffaut avait ce côté justement cinéma classique, mais on utilise les extérieurs naturels de la nouvelle vague. Et en fait, je trouve que c'est ce qui caractérise vraiment aussi beaucoup Gérard Houry, qui dans La Grande Vadrouille utilise beaucoup d'extérieurs naturels, mais qui, on voit bien dans sa mise en scène, en utilisant notamment des gens comme Claude Renoir, va faire des films qui sont qui sont réalisés de façon finalement assez classique. Et je dis pas académique parce que dans académique il y a parfois un côté un petit peu péjoratif, mais dans classicisme, c'est classicisme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris dans le cinéma au cours de l'âge d'or du cinéma classique, notamment entre les années 20 et la fin des années 50. Voilà, donc je pense qu'il faut faire le lien. Ensuite, je vous renvoie à l'analyse de séquence qu'on a déjà fait du dernier métro de François Truffaut, qui parle justement des Juifs sous l'occupation, qui parle de l'occupation nazie. Je vous renvoie évidemment à l'analyse qu'on a fait aussi du dictateur, qui parle de cette même question, et qui montre aussi à quel point on n'insiste pas sur le Juif dans La Grande Vadrouille, alors qu'on insiste dessus sur le dictateur et sur le dernier métro. Voilà. Un peintre en bâtiment. Charmant d'ailleurs.
a rencontré une blonde ravissante. Elle l'avait fait passer pour son mari pour lui sauver la vie. Aujourd'hui, ça y est, la guerre est terminée. C'est la victoire. Alors forcément, on s'embrasse, hein. Augustin, Oui, c'est raté, quoi. mais la guerre n'est pas finie, Augustin. Mais vous croyez vraiment qu'il faut attendre la victoire? Il faut surtout aller dormir. Et cette fois, pour de bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, monsieur. Voilà, je m'arrête sur ce nouveau plan. On a vu donc un long passage de cet extrait avec les chassés-croisés. Je reviens pas trop dessus. La caméra de Claude Renoir suit énormément évidemment les mouvements pour signifier évidemment tous ces chassés-croisés entre les différentes chambres et évidemment les personnages qui se trompent. Alors, n'oublions pas que chez Gérard Houry, donc c'est des choses qui sont déjà arrivées, notamment repensons par exemple à La Folie des Grandeurs, où vous avez l'interversion entre les deux chambres avec les deux lits, et vous avez il y a deux dons César, il y a le faux, c'est Yves Montand, et il y a le vrai, et donc un coup c'est le vrai dont César qui est là, et un autre coup c'est le faux. Donc les chassés croisés, voilà, c'est quelque chose qui est déjà omniprésent comme ça dans d'autres films de Gérard Houry. Voilà. Ensuite, je me suis arrêté là parce que je pense que c'est le moment de parler de l'importance de la couleur dans cet extrait qui est reconstitué en studio. Alors, il n'y a pas simplement les décors, mais ici, regardez bien, le major, il est habillé avec un pyjama jaune, par-dessus, il avait un peignoir jaune et il avait une serviette jaune. Et que dans cette pièce, eh bien, nous avons le lit qui est vert, avec le cadre vert, et que nous avons aussi les tentures, les rideaux qui sont rouges. Et que finalement on se rend compte que dans tous les plans, on pourrait évidemment revenir sur les plans qu'on a déjà vus, on verra aussi dans la suite de l'extrait, mais par exemple dans la chambre de Marie Dubois, vous avez des rideaux comme ça où on retrouve les couleurs vert, jaune, rouge, on retrouve dans les différentes chambres, on retrouve aussi dans le couloir sur les portes rouges mais avec un liseré vert, on retrouve dans la cuisine aussi des thématiques de couleurs jaune, vert, rouge. Et alors pourquoi ces trois couleurs? Parce que on se rend compte encore une fois que c'est des couleurs qui sont présentes dans les films qu'on a cités, les films d'épouvante des années 50 et 60, italiens ou anglais. Donc je reviens sur le cauchemar de Dracula, par exemple une scène où Jonathan Harker se réveille le matin et toute la pièce comme ça est nimbée de ces couleurs-là, jaune, vert, rouge. Vous avez aussi un autre passage comme ça dans le cauchemar de Dracula avec une femme qui a une veste verte, voilà, dans une pièce avec du rouge et puis du jaune, et puis qui à un moment donné qui va ouvrir une porte et la porte est verte. Alors ça paraît surréaliste, mais c'est pour montrer que c'est flagrant dans ces films-là. Et on a parlé du corps et du fouet tout à l'heure de Mario Bava. Alors d'abord Mario Bava c'était un des maîtres du giallo. Le giallo c'est un peu le film policier d'épouvante créé en Italie que reprendra Dario Argento, et giallo justement ce mot veut dire jaune, donc on est complètement évidemment dans cette thématique. Et dans le corps et le fouet, eh bien on a par exemple une scène où vous avez la tombe, enfin vous avez le cercueil dans lequel se trouve Christopher Lee. Et donc, d'ailleurs, ça préfigure le fait il avait joué Dracula avant, Christopher Lee, dans les films de Terence Fisher. Et dans cette scène-là, vous avez du rouge, vous avez du jaune, et puis ensuite, après un mouvement de caméra, après un panoramique vers la droite, on arrive dans une ambiance nimbée de vert. Donc encore une fois, on est complètement dans ces thématiques de couleurs. Voilà. Voilà, je m'arrête à nouveau ici. D'abord pour
insister sur... Enfin, moi, je suis très admiratif de l'utilisation du format, c'est-à-dire le cinémascope, ici, c'est ce format très large dans La Grande Vadrouille, l'utilisation par Claude Renoir et Gérard Houry de ce format, parce que, regardez ici, ce format est utilisé sur toute la largeur, alors que, évidemment, quand on filme en plan rapproché en cinémascope un personnage comme Louis de Funès, il reste de la place à gauche et à droite. Mais ici, eh bien, tout est bien utilisé grâce évidemment aux pâtisseries, aux gâteaux, à toute la nourriture. Et puis, on est toujours dans cette ambiance fantastique, c'est-à-dire que tout l'arrière-plan du plan, justement, est dans cette ambiance fantastique. C'est-à-dire déjà avec les fenêtres qui donnent sur des arbres un petit peu menaçants. Il y a des arbres un peu menaçants comme ça dans Le Corps et le Fouet, justement. Ensuite, eh bien, les dominantes jaune, vert, rouge, regardez, elles sont omniprésentes ici. Vous avez l'uniforme vert de l'officier allemand, vous avez ensuite les feuilles vertes derrière les vitres, vous avez les rideaux qui sont jaunes et rouges avec des traits verts. Voilà, donc ici, difficile de passer à côté de ceci. Alors ici, vous voyez que, j'en ai déjà parlé, quand Louis de Funès est capable de tenir à lui seul toute une scène, eh bien en fait on lui laisse champ libre et notamment on ne l'interrompt pas avec la caméra, c'est-à-dire qu'on filme en plan séquence, un plan qui est continu, donc sans coupure, évidemment avec un peu de mouvement de caméra pour suivre notre acteur principal, mais il y a une liberté totale qui est accordée ici à De Funès, qui arrive évidemment à combler tout à fait complètement l'action. Il arrive à tenir vraiment cette action et tenir le spectateur en haleine dans tout ce passage. Ensuite, vous avez entendu un bruit sourd, c'est-à-dire que là encore, on est dans la thématique, on avait parlé des contes de fées, peut-être c'est l'ogre qui arrive, on va en reparler. Voilà, on entend des bruits, les bruits de pas, qu'est-ce que c'est? Peut-être l'ogre, donc le petit poucet qui est là dans cette cuisine, et puis l'ogre qui arrive. Alors justement, l'illustration de ce qu'on vient de dire, c'est ça, c'est ce plan en contre-plongée. Alors vous savez que la contre-plongée, déjà, le fait que la caméra soit en dessous déforme un petit peu comme ça les perspectives, les choses, déforme aussi l'apparence, la grandeur des acteurs. Donc ici, l'acteur allemand qui est déjà grand, il a l'air encore plus grand, un petit peu comme un ogre. Donc ça donne vraiment cette impression de l'ogre qui va débarquer dans la cuisine et puis le petit poucet, il faut qu'il se cache quelque part, en tout qu'il cache la nourriture, mais en tout cas, voilà tout à fait ce qui va se passer. Dann Stürmer. Versagen wir, wer sind Sie? Qui c'est? Qui êtes-vous? Ich bin le mari de la patronne, ich bin le maître de l'hôtel, et puis... Patronne? Non, pas patron, la patronne. Ici, donc, on a vu de nombreuses choses. On a vu déjà un plan de la cuisine avec l'allemand qui arrive, comme ça, une grande profondeur de champ, parce que l'allemand, au début, il est tout petit. Et pour pouvoir prendre de la place et puis pour prendre l'ascendant à tout point de vue sur Louis de Funès, eh bien, il va approcher vers la caméra pour prendre de plus en plus de place dans le plan. Ensuite, vous avez une discussion entre les deux qui est assez tendue, parce que Louis de Funès, il est quand même un peu effrayé par cet allemand. Donc, elle est plus en champ contre champ. Et à chaque fois, on montre plutôt la personne qui écoute, pas celle qui parle. Donc Louis de Funès qui est un peu effrayé, qui écoute. Après, on écoute l'allemand qui écoute les balbutiements de Louis de Funès. Et puis, on va quitter ce champ contre champ entre les deux pour avoir un plan qui réunit les deux au moment où l'atmosphère se détend. L'atmosphère se détend, elle se détend au sens propre lorsque De Funès détend son bras pour poser le gâteau. Ça veut dire que là, il se dit, l'allemand, on va pouvoir lui raconter n'importe quoi et puis on va pouvoir le rouler dans la farine, il n'y aura aucun problème. Et à ce moment-là, donc, à partir du moment où il y a ce plan qui réunit les deux acteurs, eh bien, on est tout à fait dans une ambiance beaucoup plus détendue où De Funès reprend confiance en lui. Patronne, comme ça... Ah, patronne. Comestible ici, essen, manger. Non, il n'y a pas de manger, il n'y a rien, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a pas de manger. C'est ça? Ah oui, mais j'ai oublié, c'est comestible. C'est comestible. Comestible? Ist doch Offizier allemand. C'est l'officier allemand?
Maison général. Ah, c'était général. Ah, mais comestible. Goutte général. Goutte général. Bonne nuit, mon Dominique. Non. Je parle Essen officier allemand. Goutte. Kannibal. Guten Nacht, Männer. Ici, vous constatez que la boucle est bouclée entre l'arrivée de l'Allemand dans la cuisine et ensuite l'Allemand qui repart. On a le même plan et l'Allemand qui était venu, qui avait pris de la place, maintenant il a reperdu de sa grandeur par sa taille parce qu'il retourne au fond à l'arrière-plan et il retrouve sa taille d'origine. Et donc la boucle est bouclée. En fait, ces tentatives pour récupérer de la nourriture ont été infructueuses. Donc c'est-à-dire que, eh bien, tout ça n'aura servi quasiment à rien. Il faut trouver maintenant une autre technique pour venir à bout de Louis de Funès et lui arracher sa nourriture. Donc, vous voyez que mettre le même plan au début et à la fin d'une scène, eh bien, ça permet de montrer qu'il y a une boucle ici, une espèce de parenthèse qui n'a servi à rien. On a déjà parlé de cette ambiance un petit peu de conte de fées, cette ambiance fantastique de cette fameuse cuisine. Et d'ailleurs, toujours dans Le Corps et le Fouet, on se souvient par exemple qu'il y avait une espèce de plongée, plan d'ensemble, plan très large sur la pièce principale d'un château fantastique. Et que on retrouve comme ça des mêmes thématiques de contes de fées, ça nous fait beaucoup penser à ça. Et ici, bien, on enfonce encore le clou avec une espèce de vue subjective. Et c'est un plan qui serait plutôt dans la thématique de thriller, avec peut-être un tueur qui est caché dans un coin et qui guette sa proie. Et donc là encore, c'est quelque chose qui peut surprendre et contraster avec le registre global comique de La Grande Vadrouille. Là encore, on dirait un plan un peu à la Hitchcock, un plan avec quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en danger. Vous savez qu'Hitchcock souvent avait un petit peu l'habitude de donner un tout petit peu d'avance au spectateur. Et là, on a cette avance. C'est-à-dire, on sait qu'il y a déjà l'Allemand qui est caché derrière le rideau, ce que ne sait pas le personnage de Louis de Funès. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout là, ça ne nous surprend pas que ce soit Claude Renoir qui s'occupe de ce cadre, puisque chez Jean Renoir, avec qui il a travaillé souvent, notamment Claude Renoir était chef opérateur sur Partie de campagne en 1936. Et donc ce qui est important, c'est que ici dans ce plan-là, on utilise une grande profondeur de champ, tout est net, pour que on puisse laisser au spectateur le choix de se concentrer soit sur l'arrière-plan de Funès, soit sur le premier plan, l'allemand. Et donc vous avez deux choses à regarder, et on se souvient dans Partie de campagne que par exemple quand vous avez les deux canotiers qui étaient en train de boire de l'absinthe, eh bien à un moment donné il y en a un des deux qui ouvre une fenêtre, et là on voit les Parisiens qui sont venus faire un déjeuner sur l'herbe, et que là encore, grâce à cette grande profondeur de champ, eh bien on a les mêmes choix, on avait déjà les mêmes choix chez Jean Renoir, de regarder au premier plan ou à l'arrière-plan, et ça nous rappelle aussi à quel point Gérard Houry est attaché à cet héritage classique du cinéma français. Ah! Voilà, j'insiste à nouveau ici pour terminer sur l'idée que j'avais déjà développée dans la cuisine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de nouveau la peur qui renaît entre Louis de Funès et l'Allemand, on repasse en champ contre champ. Et on n'a plus forcément les deux personnages complets, en tout cas dans le cadre. Donc ici, champ contre champ, avec de nouveau le conflit, puisque cette fois-ci, l'issue sera différente. C'est pas De Funès qui va gagner comme dans la cuisine en cachant le repas, c'est l'Allemand qui va gagner puisque c'est lui qui va repartir avec le plateau. Et donc ce champ contre champ traduit de nouveau les rapports de peur entre De Funès et l'Allemand. Voilà. Et on a toujours en perspective comme ça la continuité du couloir, c'est-à-dire des espaces assez vides, des espaces un peu effrayants, qui ne sont pas censés être effrayants, des couloirs d'hôtel, mais qui ici, grâce à l'éclairage et à la mise en scène, eh bien, nous donnent ces ambiances un peu fantastiques. Merci avoir gardé collation pour mon officier.
Petit menteur. Nous entrons dans la dernière partie de cette séquence. On ne pouvait pas s'arrêter avant de conclure avec ça, c'est-à-dire la permutation des deux chambres, le fait qu'on va coucher avec l'ennemi, enfin qu'on va se coucher à côté du monstre, se coucher à côté de l'ennemi principal, de l'ennemi qu'on redoute le plus. Alors regardez encore une fois sur ce plan l'utilisation du cinémascope, cet écran très large, avec encore des images presque de sarcophages. Hein, on pense à certains films de Terence Fisher sur les momies, la malédiction des pharaons, ou on pense évidemment au cercueil de Dracula dans d'autres films, toujours de la Hammer, de Terence Fisher. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'au premier plan, vous avez ça, et puis à l'arrière-plan, toujours avec cette grande profondeur de champ, eh bien, vous avez une autre image un peu du cinéma fantastique. On pense cette fois-ci plutôt à la fin de Nosferatu de Murnau, où vous avez donc le fantôme, enfin pas le fantôme, le vampire, qui avance dans l'escalier avec l'ombre qui le précède. Et là, finalement, c'est étrange, mais le personnage de Funès, qui est un personnage complexe, on sait, notamment dans La Grande Vadrouille, enfin dans le cinéma de Gérard Houry, ce qu'il arrive à créer de Funès, ce qui est complexe, c'est que c'est un personnage qui est détestable, un petit peu comme Nosferatu, mais c'est un personnage qui, à force d'être détestable, finalement finit par déclencher l'attachement du spectateur, la sympathie du spectateur. Et peut-être c'est ce qui se passe aussi pour Nosferatu à la fin du film de Murnau en 1922, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est inquiétant, qui fait peur, qui est angoissant, mais finalement on est pris d'une certaine sympathie pour lui, parce que c'est un personnage qui est condamné à la vie éternelle et qui aimerait lui aussi aimer. Je parle de Nosferatu et je pense aussi à un autre film de Gérard Houry, peut-être qui reprend un peu cette idée du vampire un peu verdâtre. Je pense surtout à l'arrivée, enfin la sortie de la cuve de chewing-gum par Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 73. Le moment où il sort et qu'il se dresse comme ça, c'est presque une figure comme ça. Le fait qu'il soit recouvert de glu, un peu de chewing-gum vert, finit par créer, supprimer un petit peu les habits et les traits du visage, mais créer simplement une silhouette, comme quand on a dans l'expressionnisme allemand, simplement une ombre. Et à ce sujet, puisqu'on a parlé beaucoup d'ombres portées dans cette analyse de séquence, eh bien à ce sujet, je vous renvoie à l'analyse de Nosferatu qu'on a déjà fait, ou encore à l'analyse de M. le Maudit de Fritz Lang. Voilà, c'est sur ce plan très beau de La Grande Vadrouille que nous allons terminer cette analyse de séquence. Vous aurez remarqué que donc dans cette toute dernière partie, on utilise à nouveau des chants contre chants entre le major d'un côté et Louis de Funès de l'autre, parce que vous avez des gens en fait qui sont dans le même lit mais qui font partie d'univers tellement différents, qui ne devraient jamais d'ailleurs se côtoyer. Et donc c'est traduit ici par le chant contre chant. Chacun devrait rester normalement dans son cadre, mais le problème c'est qu'ils sont réunis dans le même lit et c'est ça qui crée le décalage comique. Vous voyez que l'allemand, même en ronflant, n'est jamais ridiculisé, mais est presque encore plus effrayant d'ailleurs que s'il ne ronflait pas. Et puis de l'autre côté, eh bien, on laisse, en filmant Louis de Funès en plan rapproché, eh bien, encore une fois, la liberté du jeu d'acteur. À signaler, puisque c'est une anecdote intéressante, que Gérard Houry racontait que Bourvil généralement était bon dès les premières prises, et que première, deuxième ou troisième prise, et que Louis de Funès avait besoin d'abord de répéter, de s'acclimater à un plan, pour ensuite laisser libre cours un peu à son talent comique, et plutôt au-delà de la 14e, 15e, 16e prise. Et c'est ce qui posait peut-être aussi des problèmes dans La Grande Vadrouille, où très souvent vous avez des plans où vous avez dans le même plan de Funès et Bourvil, et donc c'est difficile parfois de faire cohabiter des gens même qui fonctionnent bien ensemble, mais qui ont peut-être une façon de travailler en tant qu'acteur qui est différente. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette analyse de séquence,
que ça vous donnera envie de revoir une nouvelle fois La Grande Vadrouille, mais peut-être avec un regard un petit peu différent. Et puis, j'espère que vous avoir un petit peu montré que parfois, pour faire rire le spectateur, eh bien, on a peut-être parfois intérêt à l'entraîner vers des sentiers qui, a priori, paraissent incompatibles, comme les sentiers de l'épouvante ou du fantastique. Voilà. La Grande Vadrouille, c'est un road movie. C'est la même chose dans le Cornio ou dans le Cerveau, où les personnages vont de péripétie en péripétie. Ce qui frappe dans La Grande Vadrouille, justement, c'est le nombre incroyable d'actions qui se passent les unes après les autres. Il suffit de revoir le début du film pour se rendre compte qu'en l'espace de 20 minutes, il s'est passé une foule de choses, tellement un rythme tellement trépidant, tellement soutenu, qu'on se rend compte que vraiment une comédie doit fonctionner sur le rythme, sur un rythme qui doit être soutenu, que c'est très important l'histoire du rythme dans la comédie et que Gérard Houry évidemment était très sensible à ça. Voilà, j'espère que vous avoir intéressé avec cette analyse de séquence et que ça vous donnera envie donc de revoir le film et de faire redécouvrir ce film extraordinaire et intemporel qui a franchi déjà les années avec succès. Et donc eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse des séquences. Voilà, merci.